Bonjour et bienvenue donc à cette deuxième partie de la théorie qui vise à préparer donc chacun des étudiants au stage décollage intuitif et équilibre psychique. Alors cette deuxième partie théorique propose justement de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique, qu'est-ce que c'est qu'une entité. Ce sont deux termes à quelque part qui appartiennent à deux univers. L'énergie psychique est souvent reconnue comme faisant partie donc de la psychologie moderne. On reconnaît que dans l'inconscient, il y a des énergies psychiques qui sont donc animées d'une certaine conscience, qui vont se manifester à nous sous forme de mémoire, de souvenirs, etc. Et il y a évidemment cette notion d'entité qui est associée donc à l'ésotérisme, aux écoles ésotériques, et qui dit justement que dans notre champ énergétique, il y a donc des personnages provenant d'autres vies qui peuvent donc prendre possession d'un individu à son insu pour finalement profiter de lui ou profiter encore de son énergie vitale. Alors on va essayer donc d'élucider un petit peu plus ce qui en est véritablement de ces deux appellations-là et de mieux comprendre où se situe justement notre regard par rapport à ces deux définitions-là qui sont finalement à quelque part disparates. Alors, moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai donc eu la chance, en quelque sorte, de me retrouver avec un guérisseur qui travaillait beaucoup avec l'exorcisme et qui m'a donc évidemment obligé à me questionner beaucoup sur ce qu'était l'exorcisme, puisque j'ai moi-même été exorcisé, j'ai aussi exorcisé d'autres gens. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Moi, j'avais déjà au départ une facilité à percevoir des énergies psychiques. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique? Dans le champ énergétique, on observe qu'il existe des mémoires appartenant à notre vie. C'est-à-dire que si j'ai vécu une expérience traumatisante à l'âge de 12 ans, cette expérience traumatisante de l'âge de 12 ans, c'est un peu comme s'il y allait avoir une empreinte de cette mémoire-là dans le champ énergétique et que par le biais de l'écoute imaginaire, il est possible de percevoir cette mémoire-là sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Elle va se manifester à nous comme si elle existait de la même façon qu'elle existait à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avec la même conscience, le même niveau d'évolution. C'est pourquoi il est important, évidemment, que lorsqu'on intervient vis-à-vis de ces énergies-là, qu'on soit dans une position de témoin, pour être capable d'échanger avec l'énergie, pour être en mesure de bien comprendre la raison d'être de sa souffrance, de sa douleur, et qu'on puisse évidemment ensuite lui tendre la main pour la déprogrammer, pour lui donner ce qui lui est nécessaire, pour modifier sa perception, pour se libérer de sa mémoire. Vous avez compris ici que lorsqu'il s'agit de ce type d'énergie psychique que je viens de vous décrire, on pourrait vraiment se rappeler la définition de Sigmund Freud concernant cette fameuse notion d'inconscient dans lequel il y aurait des perturbations. Tout au long de notre éducation, de notre enfance, on aurait des blessures, des perturbations psychologiques qui feraient que nous ne parviendrions pas à trouver un équilibre psychologique. Alors, dans la tradition chamanique, on parle de renouer contact avec l'âme, de retrouver l'âme perdue. Donc, finalement, quand on parle d'une énergie psychique comme celle que je viens de vous décrire, qui serait donc dans le champ énergétique d'un partenaire, cette énergie psychique qui serait dissociée de mon propre champ serait en quelque sorte une énergie perdue. C'est un peu comme si dans la tradition chamanique, on dirait, ben voilà, cette énergie, ton âme, elle est quelque part un tout, et cette énergie-là qui t'appartient, elle n'est pas en harmonie avec toi, elle s'est perdue en chemin en quelque sorte, donc on va renouer contact avec cette énergie-là, on va faire en sorte qu'on puisse te la réapproprier pour que tu redeviennes un tout en fin de compte. C'est un peu le principe justement que l'on va chercher donc à proposer lorsqu'il s'agit d'énergie psychique et d'événements donc associés à notre vie finalement. Alors, dans ma pratique, donc quand j'ai commencé, moi j'avais une facilité à voir ces mémoires-là, donc je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que c'était qu'une entité versus ces énergies psychiques qui apparaissaient évidemment de la même façon qu'une entité, c'est-à-dire que ces mémoires-là apparaissaient avec une même identité très distincte. Alors, si je me mettais en relation avec l'enfant de 12 ans, bien, cet enfant de 12 ans avait vraiment une identité très très distincte qui lui était propre et avec lequel il y avait vraiment comme une indépendance de façon de se manifester par rapport à l'individu. C'est-à-dire que cette mémoire-là pouvait se manifester à l'insu de mon partenaire
sans qu'ils en soient conscients, et ça ne faisait pas pour autant que c'était une entité comme telle, c'était vraiment une énergie psychique qui appartenait donc à l'histoire de notre partenaire. Si je le faisais sur moi, c'est un peu la même chose que j'effectuerais, c'est-à-dire que j'explorerais à l'intérieur de mon être ces mémoires-là qui m'indiqueraient justement que j'ai des niveaux de perturbation par rapport à certaines expériences de ma propre vie, et je ferai un travail pour me réharmoniser à tout ça. L'autre chose que j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'il existait donc quelquefois dans le champ énergétique des manifestations d'individus qui ne sont pas présents dans le moment où je fais la consultation à mon partenaire. Par exemple, je pourrais me retrouver à percevoir le père ou la mère de mon partenaire dans son propre champ énergétique, ou sa compagne, ou des gens proches de lui, etc. Ça veut donc dire que dans notre champ énergétique, il y a donc la possibilité aussi de se mettre en relation avec des mémoires ou avec des empreintes énergétiques d'individus qui ne sont pas présents nécessairement et qui pourraient avoir une influence sur notre partenaire. Alors, comment ça se fait que ces énergies-là peuvent être présentes? Il faut comprendre ici qu'il y a une résonance qui s'effectue. La fameuse loi de l'attraction, elle s'applique à tous les niveaux. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance avec quelqu'un, que je l'aime ou que je la déteste, cette personne-là, dans mon champ énergétique, il va y avoir un phénomène de résonance qui va s'effectuer. Et dans ce phénomène de résonance-là, il va y avoir donc inévitablement une empreinte émotionnelle de l'énergie en question qui va prendre forme. C'est-à-dire que je vais percevoir dans mon propre champ énergétique une mémoire de cette personne-là, une présence de cette personne-là, une empreinte de cette personne-là, qui va donc avoir une certaine expression émotionnelle, mentale, etc., une certaine influence sur mon propre champ énergétique de la même façon. Encore une fois, si j'effectue un travail de décodage intuitif et de déprogrammation, je vais parvenir justement à favoriser un plus grand équilibre avec l'énergie en question. C'est véritablement l'objectif que la pratique de l'écoute imaginaire a, c'est d'arriver à favoriser une réunification de soi, permettant justement à ce que toute forme d'énergie avec laquelle nous sommes en dissociation ou en désaccord, que l'on puisse s'harmoniser à chacune d'elles. Encore là, l'application de l'entité ne s'applique pas véritablement dans ces conditions-là. Par contre, il faut bien comprendre que si je suis en conflit avec une personne et que cette personne-là, quelque part, je suis en conflit très important, il est bien évident que dans mon champ énergétique, je pourrais percevoir cette énergie-là comme étant une énergie d'agression envers moi-même, puisque je la percevrais comme dangereuse ou je la percevrais comme une énergie ayant un certain pouvoir sur mon être. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est une entité. Une entité, quelque part, je vais chercher à la définir, cette fameuse notion d'entité tout à l'heure, pour bien faire comprendre que c'est très subtil tout cela. En fait, lorsqu'on regarde véritablement les échanges énergétiques qui s'effectuent entre moi et le monde psychique, nous constatons qu'il y a énormément de résonances qui vont s'effectuer, énormément d'échanges énergétiques qui vont se faire. Donc, nous avons vu qu'il y a mon histoire personnelle avec laquelle je peux raisonner. Nous voyons que notre entourage, on va raisonner avec notre entourage aussi, qu'il soit vivant ou pas vivant. Donc, ça complique les choses. Ça veut donc dire que si mon père est décédé, je pourrais raisonner avec lui aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis possédé par mon père. Je suis en résonance avec mon père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi que je n'ai pas réglé en résonance avec lui, et il serait donc nécessaire de faire un décodage, une déprogrammation pour favoriser une réunification, encore une fois, de cette relation que j'ai avec lui. Si nous regardons les ancêtres évidemment, c'est un peu ce que ça... On parle souvent de ça dans un contexte de psychogénéalogie ou même de constellation, où nous allons faire un travail sur des mémoires très anciennes de gens qu'on n'a peut-être même pas connus, notre arrière-arrière-arrière-grand-père par exemple, avec lesquels nous pouvons avoir une certaine résonance aussi qui peut exister. Encore une fois, ce processus-là, finalement, nous indique bien qu'il y a donc des influences qui peuvent exister au-delà du temps et de l'espace, avec lesquels nous pouvons donc avoir des échanges énergétiques avec des êtres qui ne sont pas toujours vivants et avec lesquels il peut y avoir encore une forme de résonance qui peut exister. Le même travail sera à faire, décodage, déprogrammation pour libérer la mémoire, pour favoriser un équilibre et une harmonisation. Il y a également les possibilités de raisonner avec des mémoires d'autres vies. Donc des vies antérieures, des vies qui peuvent appartenir à toutes les époques depuis le début des temps et avec lesquelles, encore une fois, des résonances peuvent s'effectuer. Ces résonances, finalement, se manifestent pour quelles raisons? Elles se manifestent parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai une certaine relation émotionnelle, une certaine résonance émotionnelle ou mentale avec l'énergie en question. Encore une fois, les mémoires d'autres vies sont là pour m'enseigner quelque chose. Elles sont là pour me transmettre une information qui va me permettre donc de pouvoir arriver à effectuer un travail sur ces mémoires-là.
encore là, nous pourrions ne pas vraiment manifester l'idée que ce sont des entités telles qu'on les entend, telles qu'on en entend dans les écoles ésotériques. Ou on pourrait exprimer effectivement que l'entité à quelque part peut avoir un certain impact, c'est lorsque des êtres humains vont donc décéder et vont demeurer dans une conscience très primitive d'eux-mêmes. C'est-à-dire, je décède, je reste accroché au monde des vivants. C'est-à-dire que je ne veux pas vibrer à des niveaux supérieurs et je vais donc à ce moment-là chercher à m'accrocher, chercher à me relier à un être humain qui vit sur Terre. Encore une fois, pour être capable de m'accrocher à cet être humain-là vivant sur Terre, il va falloir que je sois capable de m'approprier un échange énergétique avec cette personne-là qui va être en accord avec ce que je suis. C'est-à-dire que si je suis victime, bien inévitablement, je vais m'accrocher à quelqu'un qui a une résonance avec cette émotion de victime, qui va faire que je vais pouvoir me nourrir de cette personne-là. C'est là qu'on pourrait parler quelquefois de phénomènes d'entité. C'est-à-dire que ces énergies-là, quelque part, ont une puissance parce qu'elles sont encore ils ont une conscience très peu élevée, donc elles sont capables de vibrer à un niveau très très bas dans le monde terrestre. Et l'individu qui résonne avec cette énergie-là va donc avoir une volonté assez faible. Il peut prendre de la drogue, il peut prendre de l'alcool, il peut avoir des dépendances importantes, il a une volonté faible, il a une identité qui est faible également, et dans ces conditions-là, il va devenir poreux, c'est-à-dire que son champ énergétique va se trouver dans une position où il va être favorable que des énergies, justement, viennent le squatter, pourrait-on dire. C'est dans ce cas-ci qu'on pourrait parler encore, d'une certaine façon, de ce qu'on appelle une entité. Comme vous l'avez compris, le mot entité pour moi est un mot qui me gêne, pour la simple raison qu'il fait appel souvent à cette idée qu'on est vraiment malchanceux parce qu'il y a une espèce de fantôme, une espèce d'entité méchante qui vient nous prendre possession de notre corps puis qui nous bousille la vie. Il faut bien comprendre ici que nous sommes responsables et que cette résonance que nous effectuons avec ces énergies-là, quelle qu'elle soit, elle a toujours une incidence avec notre vécu et notre expérience de vie. Et que dans ces conditions, ces énergies-là sont souvent des guides, en quelque sorte, qui ne sont peut-être pas des guides dans le sens évolutif du terme, mais sont des guides qui nous font avancer, nous font progresser. Donc il faudrait sans doute bien comprendre ici que lorsqu'une personne se présente à nous avec cette idée justement qu'elle se dit possédée par une entité, ben, il faut d'abord et avant tout comprendre justement quel est le lien qui existe entre cette énergie-là et notre partenaire. De quelle façon justement que notre partenaire peut se réapproprier son identité, se réapproprier à quelque part son droit d'existence en tant qu'être humain et ainsi permettre à cette mémoire-là de pouvoir effectivement faire un travail de libération tout simplement, puisque cette mémoire-là n'aura plus sa raison d'être si moi je me réapproprie mon droit à l'existence. Donc, vous comprendrez ici qu'enlever une entité est une chose, mais se réapproprier le pouvoir d'exister et de se libérer de la mémoire par le fait même est certainement une voie plus intéressante. Alors, j'ai souvent constaté que dans la guérison, on avait toujours cette espèce de tendance à vouloir se faire enlever quelque chose. Alors, quand on va voir un naturopathe, on veut se faire enlever nos toxines. Quand on va voir un médecin, on veut se faire enlever notre mal par la médication, par des opérations. Quand on va voir un guérisseur, on veut se faire enlever les énergies négatives qu'on a dans soi. Quand on va voir un exorciseur, on veut se faire enlever les entités qui sont à l'intérieur de soi, qui nous empêchent d'être heureux. Alors vous comprendrez ici que notre rapport avec le corps humain que nous avons est souvent un rapport où nous contestons justement cette idée que le corps est un être, est une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui souhaite nous enseigner des choses et qui souhaite que nous nous harmonisons à lui et que nous cherchions à nous unifier à lui-même. Alors, tant et son temps qu'on va chercher à se désunir de soi, bien inévitablement, on va avoir tendance, donc, effectivement, à se dissocier de certaines compositions émotionnelles, mentales, énergétiques qui sont en nous, et nous ne pourrons pas, effectivement, se sentir en état de paix et d'harmonie avec soi. Car nous aurons toujours l'impression que quelque chose va venir nous bouffer, va venir nous enlever le droit à notre existence. Et je pense que c'est ça, quelque part, que les grandes écoles spirituelles nous enseignent, c'est de retrouver la position d'alignement, qui nous permet justement de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre que notre conscience énergétique, psychologique, spirituelle nous appartient et que plus on apprend justement à l'habiter d'une façon adéquate et plus on apprend justement à se donner la permission de pouvoir effectivement exister de façon pleine et entière. Dernière chose avant de terminer, par rapport à cet univers-là, on parle souvent d'entité. Ce que j'aimerais vous parler, moi, c'est souvent cette notion de fixation mentale ou émotionnelle que nous vivons tous et qui amène finalement ce qu'on pourrait appeler une forme
d'énergie, de forme pensée, énergie émotionnelle, répétitive, qui va faire qu'à un moment donné, on va créer nous-mêmes ces fameuses entités. Par exemple, quelqu'un qui développe des dépendances. Par exemple, je pense à l'Internet, qui est une façon aujourd'hui très à la mode d'interagir avec une foule d'émotions émotionnelles qui sont en nous. Que ce soit par exemple la violence, on peut devenir dépendant d'une violence. Nous n'assumons pas la violence, nous, en tant qu'êtres humains, mais on peut très bien passer en répétition des vidéos, des trucs violents que l'on peut retrouver sur Internet. Par rapport à la pornographie, même chose. On peut ne pas être actif sexuellement parlant, mais retrouver un plaisir sexuel à travers ces médiums-là. La cigarette est une autre façon, par la répétition de la cigarette, l'alcool par la répétition de l'alcool, la drogue par la répétition de l'alcool. Ce sont tous des façons, en quelque part, d'amoindrir notre volonté et de faire en sorte que, justement, notre psyché devient de moins en moins dirigé, orienté dans une direction et dans une voie, et vont entraîner donc des formes de dépendance. Alors, évidemment, les dépendances peuvent être à des niveaux beaucoup plus soft que ceux que je viens de vous décrire et beaucoup plus sournoises. Par exemple, un comportement émotionnel qu'on a développé pour se protéger dans notre vie est en quelque sorte une forme de prison que l'on se crée et qui nous empêche de pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Alors vous comprendrez que la pratique de l'écoute imaginaire sur la dimension psychique a pour objectif justement de bien identifier toutes ces façons de se manifester d'une façon limitée dans notre vie pour effectivement, par le décollage intuitif, comprendre la raison d'être de tout cela et faire des programmations pour favoriser une libération émotionnelle. Cette libération émotionnelle va ensuite se terminer par un équilibre énergétique qui va permettre une relation psyché-corps de se rétablir entre le corps et mon cerveau et mon corps, qui va faire que je vais me réunifier à moi-même. Alors, vous comprendrez ici comme conclusion que cette notion d'entité, quelque part, est strictement associée à une mémoire qui a une densité plus importante que la moyenne du temps. C'est-à-dire qu'une mémoire, nous en avons tous dans notre champ énergétique et nous allons apprendre donc tout au long de ce stage à effectuer un travail là-dessus. Ce qu'on appelle une entité, ce sera beaucoup plus rare, puis ce sont des énergies psychiques ayant une densité très 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 forte. Par exemple, Jean-Pierre est décédé à l'âge de 48 ans il y a 6 mois. Ben Jean-Pierre, qui a 48 ans il y avait 6 mois, est décédé, a la même conscience aujourd'hui que ce qu'il avait lorsqu'il est mort à 48 ans. C'est-à-dire qu'il a cherché à préserver ce niveau de conscience-là. Il cherche à se nourrir d'autres êtres humains pour rester le plus longtemps possible sur Terre. C'est vraiment dans des moments comme ça qu'on va pouvoir constater que ces mémoires-là peuvent avoir une incidence importante de l'idée, quelque part, de la définition de ce qu'on appelle une entité. Alors, à partir du moment comment on fait maintenant un travail sur une entité par rapport à une énergie psychique ou une mémoire, il n'y a pas de différence, en fait. La seule différence, c'est que la mémoire en question, qui a une identité très très forte, va avoir une certaine conscience émotionnelle plus importante, un certain bagage émotionnel plus important, et souvent ces phénomènes de manifestation entre un individu et une entité a souvent une raison d'être aussi, qui est reliée donc à une souffrance plus importante. L'individu qui est possédé a une souffrance émotionnelle plus importante que la moyenne d'autres personnes, qu'il n'a pas réussi à gérer, qu'il n'a pas réussi à assumer. Et c'est pour cette raison-là, justement, que cette mémoire va réussir à prendre possession de cette personne-là. C'est comme s'il y avait un espace qui est ouvert et qu'effectivement, cet espace ouvert, c'est un espace énergétique, émotionnel, qui n'est pas vécu par l'individu. Et c'est pour cette raison-là que cette mémoire-là va pouvoir prendre possession de cet individu et de pas un autre, par exemple. Alors, vous comprendrez que c'est pourquoi qu'on retrouve souvent dans les cas de possession des gens qui ont pris beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, par exemple, ou qui ont des entités très très faibles, ou qui sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple, déjà au départ. Donc, ou qui ont des faiblesses de frontières importantes. Alors, l'important dans ce genre de travail-là, c'est de faire exactement la même chose que l'on fait dans toutes les autres interventions que l'on fait. Donc, c'est simplement de faire exactement le même travail. Et dans le stage, on pourra aborder d'une façon plus définie comment procéder de cette façon-là, comment travailler avec ces personnes-là. Mais vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence entre une énergie mémorielle et ce qu'on pourrait appeler donc une entité. Voilà, donc c'était la conclusion de l'aspect théorique pour la préparation du stage.
Bonjour et bienvenue donc à cette deuxième partie de la théorie qui vise à préparer donc chacun des étudiants au stage décollage intuitif et équilibre psychique. Alors cette deuxième partie théorique propose justement de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique, qu'est-ce que c'est qu'une entité. Ce sont deux termes à quelque part qui appartiennent à deux univers. L'énergie psychique est souvent reconnue comme faisant partie donc de la psychologie moderne, où on reconnaît que dans l'inconscient, il y a des énergies psychiques qui sont donc animées d'une certaine conscience, qui vont se manifester à nous sous forme de mémoire, de souvenirs, etc. Et il y a évidemment cette notion d'entité qui est associée donc à l'ésotérisme, aux écoles ésotériques, et qui dit justement que dans notre champ énergétique, il y a donc des personnages provenant d'autres vies qui peuvent donc prendre possession d'un individu à son insu pour finalement profiter de lui ou profiter en cas de son énergie vitale. Alors on va essayer donc d'élucider un petit peu plus ce qui en est véritablement de ces deux appellations-là et de mieux comprendre où se situe justement notre regard par rapport à ces deux définitions-là qui sont finalement à quelque part disparates. Alors, moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai donc eu la chance, en quelque sorte, de me retrouver avec un guérisseur qui travaillait beaucoup avec l'exorcisme et qui m'a donc évidemment obligé à me questionner beaucoup sur ce qu'était l'exorcisme, puisque j'ai moi-même été exorcisé, j'ai aussi exorcisé d'autres gens. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Moi, j'avais déjà au départ une facilité à percevoir des énergies psychiques. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique? Dans le champ énergétique, on observe qu'il existe des mémoires appartenant à notre vie. C'est-à-dire que si j'ai vécu une expérience traumatisante à l'âge de 12 ans, cette expérience traumatisante de l'âge de 12 ans, c'est un peu comme s'il y allait avoir une empreinte de cette mémoire-là dans le champ énergétique et que par le biais de l'écoute imaginaire, il est possible de percevoir cette mémoire-là sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Elle va se manifester à nous comme si elle existait de la même façon qu'elle existait à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avec la même conscience, le même niveau d'évolution. C'est pourquoi il est important, évidemment, que lorsqu'on intervient vis-à-vis de ces énergies-là, qu'on soit dans une position de témoin, pour être capable d'échanger avec l'énergie, pour être en mesure de bien comprendre la raison d'être de sa souffrance, de sa douleur, et qu'on puisse évidemment ensuite lui tendre la main pour la déprogrammer, pour lui donner ce qui lui est nécessaire, pour modifier sa perception, pour se libérer de sa mémoire. Vous avez compris ici que lorsqu'il s'agit de ce type d'énergie psychique que je viens de vous décrire, on pourrait vraiment se rappeler la définition de Sigmund Freud concernant cette fameuse notion d'inconscient dans lequel il y aurait des perturbations. Tout au long de notre éducation, de notre enfance, on aurait des blessures, des perturbations psychologiques qui feraient que nous ne parviendrions pas à trouver un équilibre psychologique. Alors, dans la tradition chamanique, on parle de renouer contact avec l'âme, de retrouver l'âme perdue. Donc, finalement, quand on parle d'une énergie psychique comme celle que je viens de vous décrire, qui serait donc dans le champ énergétique d'un partenaire, cette énergie psychique qui serait dissociée de mon propre champ serait en quelque sorte une énergie perdue. C'est un peu comme si dans la tradition chamanique, on dirait, ben voilà, cette énergie, ton âme, elle est quelque part un tout, et cette énergie-là qui t'appartient, elle n'est pas en harmonie avec toi, elle s'est perdue en chemin en quelque sorte, donc on va renouer contact avec cette énergie-là, on va faire en sorte qu'on puisse te la réapproprier pour que tu redeviennes un tout en fin de compte. C'est un peu le principe justement que l'on va chercher donc à proposer lorsqu'il s'agit d'énergie psychique et d'événements donc associés à notre vie finalement. Alors dans ma pratique, donc quand j'ai commencé, moi j'avais une facilité à voir ces mémoires-là, donc je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que c'était qu'une entité versus ces énergies psychiques qui apparaissaient évidemment de la même façon qu'une entité, c'est-à-dire que ces mémoires-là apparaissaient avec une même identité très distincte. Alors si je me mettais en relation avec l'enfant de 12 ans, bien, cet enfant de 12 ans avait vraiment une identité très très distincte qui lui était propre et avec lequel il y avait vraiment comme une indépendance de façon de se manifester par rapport à l'individu. C'est-à-dire que cette mémoire-là pouvait se manifester à l'insu de mon partenaire
sans qu'ils en soient conscients, et ça ne faisait pas pour autant que c'était une entité comme telle, c'était vraiment une énergie psychique qui appartenait donc à l'histoire de notre partenaire. Si je le faisais sur moi, c'est un peu la même chose que j'effectuerais, c'est-à-dire que j'explorerais à l'intérieur de mon être ces mémoires-là qui m'indiqueraient justement que j'ai des niveaux de perturbation par rapport à certaines expériences de ma propre vie, et je ferai un travail pour me réharmoniser à tout ça. L'autre chose que j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'il existait donc quelquefois dans le champ énergétique des manifestations d'individus qui ne sont pas présents dans le moment où je fais la consultation à mon partenaire. Par exemple, je pourrais me retrouver à percevoir le père ou la mère de mon partenaire dans son propre champ énergétique, ou sa compagne, ou des gens proches de lui, etc. Ça veut donc dire que dans notre champ énergétique, il y a donc la possibilité aussi de se mettre en relation avec des mémoires ou avec des empreintes énergétiques d'individus qui ne sont pas présents nécessairement et qui pourraient avoir une influence sur notre partenaire. Alors, comment ça se fait que ces énergies-là peuvent être présentes? Il faut comprendre ici qu'il y a une résonance qui s'effectue. La fameuse loi de l'attraction, elle s'applique à tous les niveaux. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance avec quelqu'un, que je l'aime ou que je la déteste, cette personne-là, dans mon champ énergétique, il va y avoir un phénomène de résonance qui va s'effectuer. Et dans ce phénomène de résonance-là, il va y avoir donc inévitablement une empreinte émotionnelle de l'énergie en question qui va prendre forme. C'est-à-dire que je vais percevoir dans mon propre champ énergétique une mémoire de cette personne-là, une présence de cette personne-là, une empreinte de cette personne-là, qui va donc avoir une certaine expression émotionnelle, mentale, etc., une certaine influence sur mon propre champ énergétique de la même façon. Encore une fois, si j'effectue un travail de décodage intuitif et de déprogrammation, je vais parvenir justement à favoriser un plus grand équilibre avec l'énergie en question. C'est véritablement l'objectif que la pratique de l'écoute imaginaire a, c'est d'arriver à favoriser une réunification de soi, permettant justement à ce que toute forme d'énergie avec laquelle nous sommes en dissociation ou en désaccord, que l'on puisse s'harmoniser à chacune d'elles. Encore là, l'application de l'entité ne s'applique pas véritablement dans ces conditions-là. Par contre, il faut bien comprendre que si je suis en conflit avec une personne et que cette personne-là, quelque part, je suis en conflit très important, il est bien évident que dans mon champ énergétique, je pourrais percevoir cette énergie-là comme étant une énergie d'agression envers moi-même, puisque je la percevrais comme dangereuse ou je la percevrais comme une énergie ayant un certain pouvoir sur mon être. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est une entité. Une entité, quelque part, je vais chercher à la définir, cette fameuse notion d'entité tout à l'heure, pour bien faire comprendre que c'est très subtil tout cela. En fait, lorsqu'on regarde véritablement les échanges énergétiques qui s'effectuent entre moi et le monde psychique, nous constatons qu'il y a énormément de résonances qui vont s'effectuer, énormément d'échanges énergétiques qui vont se faire. Donc, nous avons vu qu'il y a mon histoire personnelle avec laquelle je peux raisonner. Nous voyons que notre entourage, on va raisonner avec notre entourage aussi, qu'il soit vivant ou pas vivant. Donc, ça complique les choses. Ça veut donc dire que si mon père est décédé, je pourrais raisonner avec lui aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis possédé par mon père. Je suis en résonance avec mon père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi que je n'ai pas réglé en résonance avec lui, et il serait donc nécessaire de faire un décodage, une déprogrammation, pour favoriser une réunification, encore une fois, de cette relation que j'ai avec lui. Si nous regardons les ancêtres évidemment, c'est un peu ce que ça... On parle souvent de ça dans un contexte de psychogénéalogie ou même de constellation, où nous allons faire un travail sur des mémoires très anciennes de gens qu'on n'a peut-être même pas connus, notre arrière-arrière-arrière-grand-père par exemple, avec lesquels nous pouvons avoir une certaine résonance aussi qui peut exister. Encore une fois, ce processus-là, finalement, nous indique bien qu'il y a donc des influences qui peuvent exister au-delà du temps et de l'espace, avec lesquels nous pouvons donc avoir des échanges énergétiques avec des êtres qui ne sont pas toujours vivants et avec lesquels il peut y avoir encore une forme de résonance qui peut exister. Le même travail sera à faire, décodage, déprogrammation, pour libérer la mémoire, pour favoriser un équilibre et une harmonisation. Il y a également les possibilités de raisonner avec des mémoires d'autres vies, donc des vies antérieures, des vies qui peuvent appartenir à toutes les époques depuis le début des temps, et avec lesquelles, encore une fois, des résonances peuvent s'effectuer. Ces résonances, finalement, se manifestent pour quelles raisons? Elles se manifestent parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai une certaine relation émotionnelle, une certaine résonance émotionnelle ou mentale avec l'énergie en question. Encore une fois, les mémoires d'autres vies sont là pour m'enseigner quelque chose. Elles sont là pour me transmettre une information qui va me permettre donc de pouvoir arriver à effectuer un travail sur ces mémoires-là.
encore là, nous pourrions ne pas vraiment manifester l'idée que ce sont des entités telles qu'on les entend, telles qu'on en entend dans les écoles ésotériques. Où on pourrait exprimer effectivement que l'entité à quelque part peut avoir un certain impact, c'est lorsque des êtres humains vont donc décéder et vont demeurer dans une conscience très primitive d'eux-mêmes. C'est-à-dire, je décède, je reste accroché au monde des vivants. C'est-à-dire que je ne veux pas vibrer à des niveaux supérieurs et je vais donc à ce moment-là chercher à m'accrocher, chercher à me relier à un être humain qui vit sur Terre. Encore une fois, pour être capable de m'accrocher à cet être humain-là vivant sur Terre, il va falloir que je sois capable de m'approprier un échange énergétique avec cette personne-là qui va être en accord avec ce que je suis. C'est-à-dire que si je suis victime, bien inévitablement, je vais m'accrocher à quelqu'un qui a une résonance avec cette émotion de victime qui va faire que je vais pouvoir me nourrir de cette personne-là. C'est là qu'on pourrait parler quelquefois de phénomènes d'entité. C'est-à-dire que ces énergies-là, quelque part, ont une puissance parce qu'elles sont encore ils ont une conscience très plus élevée, donc elles sont capables de vibrer à un niveau très très bas dans le monde terrestre. Et l'individu qui résonne avec cette énergie-là va donc avoir une volonté assez faible. Il peut prendre de la drogue, il peut prendre de l'alcool, il peut avoir des dépendances importantes, il a une volonté faible, il a une identité qui est faible également, et dans ces conditions-là, il va devenir poreux, c'est-à-dire que son champ énergétique va se trouver dans une position où il va être favorable que des énergies, justement, viennent le squatter, pourrait-on dire. C'est dans ce cas-ci qu'on pourrait parler encore, d'une certaine façon, de ce qu'on appelle une entité. Comme vous l'avez compris, le mot entité pour moi est un mot qui me gêne. Pour la simple raison qu'il fait appel souvent à cette idée qu'on est vraiment malchanceux parce qu'il y a une espèce de fantôme, une espèce d'entité méchante qui vient nous prendre possession de notre corps puis qui nous bousille la vie. Il faut bien comprendre ici que nous sommes responsables et que cette résonance que nous effectuons avec ces énergies-là, quelle qu'elle soit, elle a toujours une incidence avec notre vécu et notre expérience de vie. Et que dans ces conditions, ces énergies-là sont souvent des guides, en quelque sorte, qui ne sont peut-être pas des guides dans le sens évolutif du terme, mais sont des guides qui nous font avancer et nous font progresser. Donc il faudrait sans doute bien comprendre ici que lorsqu'une personne se présente à nous avec cette idée justement qu'elle se dit possédée par une entité, ben, il faut d'abord et avant tout comprendre justement quel est le lien qui existe entre cette énergie-là et notre partenaire. De quelle façon justement que notre partenaire peut se réapproprier son identité, se réapproprier à quelque part son droit d'existence en tant qu'être humain et ainsi permettre à cette mémoire-là de pouvoir effectivement faire un travail de libération tout simplement, puisque cette mémoire-là n'aura plus sa raison d'être si moi je me réapproprie mon droit à l'existence. Donc, vous comprendrez ici qu'enlever une entité est une chose, mais se réapproprier le pouvoir d'exister et de se libérer de la mémoire par le fait même est certainement une voie plus intéressante. Alors, j'ai souvent constaté que dans la guérison, on avait toujours cette espèce de tendance à vouloir se faire enlever quelque chose. Alors, quand on va voir un naturopathe, on veut se faire enlever nos toxines. Quand on va voir un médecin, on veut se faire enlever notre mal par la médication, par des opérations. Quand on va voir un guérisseur, on veut se faire enlever les énergies négatives qu'on a dans soi. Quand on va voir un exorciseur, on veut se faire enlever les entités qui sont à l'intérieur de soi, qui nous empêchent d'être heureux. Alors vous comprendrez ici que notre rapport avec le corps humain que nous avons est souvent un rapport où nous contestons justement cette idée que le corps est un être, est une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui souhaite nous enseigner des choses et qui souhaite que nous nous harmonisons à lui et que nous cherchions à nous unifier à lui-même. Alors, tant et son temps qu'on va chercher à se désunir de soi, bien évidemment, on va avoir tendance, donc, effectivement, à se dissocier de certaines compositions émotionnelles, mentales, énergétiques qui sont en nous, et nous ne pourrons pas, effectivement, se sentir en état de paix et d'harmonie avec soi. Car nous aurons toujours l'impression que quelque chose va venir nous bouffer, va venir nous enlever le droit à notre existence. Et je pense que c'est ça, quelque part, que les grandes écoles spirituelles nous enseignent, c'est de retrouver la position d'alignement, qui nous permet justement de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre que notre conscience énergétique, psychologique, spirituelle nous appartient et que plus on apprend justement à l'habiter d'une façon adéquate et plus on apprend justement à se donner la permission de pouvoir effectivement exister de façon pleine et entière. Dernière chose avant de terminer, par rapport à cet univers-là, on parle souvent d'entité. Ce que j'aimerais vous parler, moi, c'est souvent cette notion de fixation mentale ou émotionnelle que nous vivons tous et qui amène finalement ce qu'on pourrait appeler une forme
d'énergie, de forme pensée, énergie émotionnelle, répétitive, qui va faire qu'à un moment donné, on va créer nous-mêmes ces fameuses entités. Par exemple, quelqu'un qui développe des dépendances. Par exemple, je pense à l'Internet, qui est une façon aujourd'hui très à la mode d'interagir avec une foule d'émotions émotionnelles qui sont en nous. Que ce soit par exemple la violence, on peut devenir dépendant d'une violence. Nous n'assumons pas la violence, nous, en tant qu'êtres humains, mais on peut très bien passer en répétition des vidéos, des trucs violents que l'on peut retrouver sur Internet. Par rapport à la pornographie, même chose. On peut ne pas être actif sexuellement parlant, mais retrouver un plaisir sexuel à travers ces médiums-là. La cigarette est une autre façon, par la répétition de la cigarette, l'alcool par la répétition de l'alcool, la drogue par la répétition de l'alcool. Ce sont tous des façons, quelque part, d'amoindrir notre volonté et de faire en sorte que, justement, notre psyché devient de moins en moins dirigé, orienté dans une direction, dans une voie, et vont entraîner donc des formes de dépendance. Alors, évidemment, les dépendances peuvent être à des niveaux beaucoup plus soft que ceux que je viens de vous décrire et beaucoup plus sournoises. Par exemple, un comportement émotionnel qu'on a développé pour se protéger dans notre vie est en quelque sorte une forme de prison que l'on se crée et qui nous empêche de pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, vous comprendrez que la pratique de l'écoute imaginaire sur la dimension psychique a pour objectif justement de bien identifier toutes ces façons de se manifester d'une façon limitée dans notre vie pour effectivement, par le décollage intuitif, comprendre la raison d'être de tout cela et faire des programmations pour favoriser une libération émotionnelle. Cette libération émotionnelle va ensuite se terminer par un équilibre énergétique qui va permettre une relation psyché-corps de se rétablir entre le corps et mon cerveau et mon corps, qui va faire que je vais me réunifier à moi-même. Alors, vous comprendrez ici comme conclusion que cette notion d'entité, quelque part, est strictement associée à une mémoire qui a une densité plus importante que la moyenne du temps. C'est-à-dire qu'une mémoire, nous en avons tous dans notre champ énergétique et nous allons apprendre donc tout au long de ce stage à effectuer un travail là-dessus. Ce qu'on appelle une entité, ce sera beaucoup plus rare, puis ce sont des énergies psychiques ayant une densité très forte. Par exemple, Jean-Pierre est décédé à l'âge de 48 ans il y a 6 mois. Ben Jean-Pierre, qui a 48 ans il y avait 6 mois, est décédé, a la même conscience aujourd'hui que ce qu'il avait lorsqu'il est mort à 48 ans. C'est-à-dire qu'il a cherché à préserver ce niveau de conscience-là, il cherche à se nourrir d'autres êtres humains pour rester le plus longtemps possible sur Terre. C'est vraiment dans des moments comme ça qu'on va pouvoir constater que ces mémoires-là peuvent avoir une incidence importante de l'idée, quelque part, de la définition de ce qu'on appelle une entité. Alors, à partir du moment comment on fait maintenant un travail sur une entité par rapport à une énergie psychique ou une mémoire, il n'y a pas de différence, en fait. La seule différence, c'est que la mémoire en question, qui a une identité très forte, va avoir une certaine conscience émotionnelle plus importante, un certain bagage émotionnel plus important, et souvent ces phénomènes de manifestation entre un individu et une entité a souvent une raison d'être aussi, qui est reliée donc à une souffrance plus importante. L'individu qui est possédé a une souffrance émotionnelle plus importante que la moyenne d'autres personnes, qu'il n'a pas réussi à gérer, qu'il n'a pas réussi à assumer. Et c'est pour cette raison-là, justement, que cette mémoire va réussir à prendre possession de cette personne-là. C'est comme s'il y avait un espace qui est ouvert et qu'effectivement, cet espace ouvert, c'est un espace énergétique, émotionnel, qui n'est pas vécu par l'individu. Et c'est pour cette raison-là que cette mémoire-là va pouvoir prendre possession de cet individu et de pas un autre, par exemple. Alors, vous comprendrez que c'est pourquoi qu'on retrouve souvent dans les cas de possession des gens qui ont pris beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, par exemple, ou qui ont des entités très faibles, ou qui sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple, déjà au départ. Donc, ou qui ont des faiblesses de frontières importantes. Alors, l'important dans ce genre de travail-là, c'est de faire exactement la même chose que l'on fait dans toutes les autres interventions que l'on fait. Donc, c'est simplement de faire exactement le même travail. Et dans le stage, on pourra aborder d'une façon plus définie comment procéder de cette façon-là, comment travailler avec ces personnes-là. Mais vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence entre une énergie mémorielle et ce qu'on pourrait appeler donc une entité. Voilà, donc c'était la conclusion de l'aspect théorique pour la préparation du stage. Bonjour et bienvenue donc à cette deuxième partie de la théorie
qui vise à préparer donc chacun des étudiants au stage décollage intuitif et équilibre psychique. Alors, cette deuxième partie théorique propose justement de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique, qu'est-ce que c'est qu'une entité. Ce sont deux termes à quelque part qui appartiennent à deux univers. L'énergie psychique est souvent reconnue comme faisant partie donc de la psychologie moderne, où on reconnaît que dans l'inconscient, il y a des énergies psychiques qui sont donc animées d'une certaine conscience, qui vont se manifester à nous sous forme de mémoire, de souvenirs, etc. Et il y a évidemment cette notion d'entité qui est associée donc à l'ésotérisme, aux écoles ésotériques, et qui dit justement que dans notre champ énergétique, il y a donc des personnages provenant d'autres vies qui peuvent donc prendre possession d'un individu à son insu pour finalement profiter de lui ou profiter encore de son énergie vitale. Alors on va essayer donc d'élucider un petit peu plus ce qui en est véritablement de ces deux appellations-là et de mieux comprendre où se situe justement notre regard par rapport à ces deux définitions-là qui sont finalement à quelque part disparates. Alors, moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai donc eu la chance, en quelque sorte, de me retrouver avec un guérisseur qui travaillait beaucoup avec l'exorcisme et qui m'a donc évidemment obligé à me questionner beaucoup sur ce qu'était l'exorcisme, puisque j'ai moi-même été exorcisé, j'ai aussi exorcisé d'autres gens. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Moi, j'avais déjà au départ une facilité à percevoir des énergies psychiques. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie psychique? Dans le champ énergétique, on observe qu'il existe des mémoires appartenant à notre vie. C'est-à-dire que si j'ai vécu une expérience traumatisante à l'âge de 12 ans, cette expérience traumatisante de l'âge de 12 ans, c'est un peu comme s'il y allait avoir une empreinte de cette mémoire-là dans le champ énergétique et que par le biais de l'écoute imaginaire, il est possible de percevoir cette mémoire-là sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Elle va se manifester à nous comme si elle existait de la même façon qu'elle existait à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avec la même conscience, le même niveau d'évolution. C'est pourquoi il est important, évidemment, que lorsqu'on intervient vis-à-vis de ces énergies-là, qu'on soit dans une position de témoin, pour être capable d'échanger avec l'énergie, pour être en mesure de bien comprendre la raison d'être de sa souffrance, de sa douleur, et qu'on puisse évidemment ensuite lui tendre la main pour la déprogrammer, pour lui donner ce qui lui est nécessaire, pour modifier sa perception, pour se libérer de sa mémoire. Vous avez compris ici que lorsqu'il s'agit de ce type d'énergie psychique que je viens de vous décrire, on pourrait vraiment se rappeler la définition de Sigmund Freud concernant cette fameuse notion d'inconscient dans lequel il y aurait des perturbations. Tout au long de notre éducation, de notre enfance, on aurait des blessures, des perturbations psychologiques qui feraient que nous ne parviendrions pas à trouver un équilibre psychologique. Alors, dans la tradition chamanique, on parle de renouer contact avec l'âme, de retrouver l'âme perdue. Donc, finalement, quand on parle d'une énergie psychique comme celle que je viens de vous décrire, qui serait donc dans le champ énergétique d'un partenaire, cette énergie psychique qui serait dissociée de mon propre champ serait en quelque sorte une énergie perdue. C'est un peu comme si dans la tradition chamanique, on dirait, ben voilà, cette énergie, ton âme, elle est quelque part un tout, et cette énergie-là qui t'appartient, elle n'est pas en harmonie avec toi, elle s'est perdue en chemin en quelque sorte, donc on va renouer contact avec cette énergie-là, on va faire en sorte qu'on puisse te la réapproprier pour que tu redeviennes un tout en fin de compte. C'est un peu le principe justement que l'on va chercher donc à proposer lorsqu'il s'agit d'énergie psychique et d'événements donc associés à notre vie finalement. Alors dans ma pratique, donc quand j'ai commencé, moi j'avais une facilité à voir ces mémoires-là, donc je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que c'était qu'une entité versus ces énergies psychiques qui apparaissaient évidemment de la même façon qu'une entité, c'est-à-dire que ces mémoires-là apparaissaient avec une même identité très distincte. Alors si je me mettais en relation avec l'enfant de 12 ans, bien, cet enfant de 12 ans avait vraiment une identité très très distincte qui lui était propre et avec lequel il y avait vraiment comme une indépendance de façon de se manifester par rapport à l'individu. C'est-à-dire que cette mémoire-là pouvait se manifester à l'insu de mon partenaire sans qu'ils en soient conscients, et ça ne faisait pas pour autant que c'était une entité comme telle, c'était vraiment une énergie psychique qui appartenait donc à l'histoire de notre partenaire.
Si je le faisais sur moi, c'est un peu la même chose que j'effectuerais, c'est-à-dire que j'explorerais à l'intérieur de mon être ces mémoires-là qui m'indiqueraient justement que j'ai des niveaux de perturbation par rapport à certaines expériences de ma propre vie, et je ferai un travail pour me réharmoniser à tout ça. L'autre chose que j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'il existait donc quelquefois dans le champ énergétique des manifestations d'individus qui ne sont pas présents dans le moment où je fais la consultation à mon partenaire. Par exemple, je pourrais me retrouver à percevoir le père ou la mère de mon partenaire dans son propre champ énergétique, ou sa compagne, ou des gens proches de lui, etc. Ça veut donc dire que dans notre champ énergétique, il y a donc la possibilité aussi de se mettre en relation avec des mémoires ou avec des empreintes énergétiques d'individus qui ne sont pas présents nécessairement et qui pourraient avoir une influence sur notre partenaire. Alors, comment ça se fait que ces énergies-là peuvent être présentes? Il faut comprendre ici qu'il y a une résonance qui s'effectue. La fameuse loi de l'attraction, elle s'applique à tous les niveaux. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance avec quelqu'un, que je l'aime ou que je la déteste, cette personne-là, dans mon champ énergétique, il va y avoir un phénomène de résonance qui va s'effectuer. Et dans ce phénomène de résonance-là, il va y avoir donc inévitablement une empreinte émotionnelle de l'énergie en question qui va prendre forme. C'est-à-dire que je vais percevoir dans mon propre champ énergétique une mémoire de cette personne-là, une présence de cette personne-là, une empreinte de cette personne-là, qui va donc avoir une certaine expression émotionnelle, mentale, etc., une certaine influence sur mon propre champ énergétique de la même façon. Encore une fois, si j'effectue un travail de décodage intuitif et de déprogrammation, je vais parvenir justement à favoriser un plus grand équilibre avec l'énergie en question. C'est véritablement l'objectif que la pratique de l'écoute imaginaire a, c'est d'arriver à favoriser une réunification de soi, permettant justement à ce que toute forme d'énergie avec laquelle nous sommes en dissociation ou en désaccord, que l'on puisse s'harmoniser à chacune d'elles. Encore là, l'application de l'entité ne s'applique pas véritablement dans ces conditions-là. Par contre, il faut bien comprendre que si je suis en conflit avec une personne et que cette personne-là, quelque part, je suis en conflit très important, il est bien évident que dans mon champ énergétique, je pourrais percevoir cette énergie-là comme étant une énergie d'agression envers moi-même, puisque je la percevrais comme dangereuse ou je la percevrais comme une énergie ayant un certain pouvoir sur mon être. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est une entité. Une entité, quelque part, je vais chercher à la définir, cette fameuse notion d'entité tout à l'heure, pour bien faire comprendre que c'est très subtil tout cela. En fait, lorsqu'on regarde véritablement les échanges énergétiques qui s'effectuent entre moi et le monde psychique, nous constatons qu'il y a énormément de résonances qui vont s'effectuer, énormément d'échanges énergétiques qui vont se faire. Donc nous avons vu qu'il y a mon histoire personnelle avec laquelle je peux raisonner. Nous voyons que notre entourage, on va raisonner avec notre entourage aussi, qu'il soit vivant ou pas vivant. Donc ça complique les choses. Ça veut donc dire que si mon père est décédé, je pourrais raisonner avec lui aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis possédé par mon père. Je suis en résonance avec mon père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi que je n'ai pas réglé en résonance avec lui. Et il serait donc nécessaire de faire un décodage, une déprogrammation pour favoriser une réunification, encore une fois, de cette relation que j'ai avec lui. Si nous regardons les ancêtres évidemment, c'est un peu ce que ça... On parle souvent de ça dans un contexte de psychogénéalogie ou même de constellation, où nous allons faire un travail sur des mémoires très anciennes de gens qu'on n'a peut-être même pas connus, notre arrière-arrière-arrière-grand-père par exemple, avec lesquels nous pouvons avoir une certaine résonance aussi qui peut exister. Encore une fois, ce processus-là, finalement, nous indique bien qu'il y a donc des influences qui peuvent exister au-delà du temps et de l'espace, avec lesquelles nous pouvons donc avoir des échanges énergétiques avec des êtres qui ne sont pas toujours vivants et avec lesquels il peut y avoir encore une forme de résonance qui peut exister. Le même travail sera à faire, décodage, déprogrammation pour libérer la mémoire, pour favoriser un équilibre et une harmonisation. Il y a également les possibilités de raisonner avec des mémoires d'autres vies. Donc des vies antérieures, des vies qui peuvent appartenir à toutes les époques depuis le début des temps et avec lesquelles, encore une fois, des résonances peuvent s'effectuer. Ces résonances, finalement, se manifestent pour quelles raisons? Elles se manifestent parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai une certaine relation émotionnelle, une certaine résonance émotionnelle ou mentale avec l'énergie en question. Encore une fois, les mémoires d'autres vies sont là pour m'enseigner quelque chose. Elles sont là pour me transmettre une information qui va me permettre donc de pouvoir arriver à effectuer un travail sur ces mémoires-là. Encore là, nous pourrions ne pas vraiment manifester l'idée que ce sont des entités telles qu'on les entend, telles qu'on en entend dans les écoles ésotériques.
où on pourrait exprimer effectivement que l'entité à quelque part peut avoir un certain impact, c'est lorsque des êtres humains vont donc décéder et vont demeurer dans une conscience très primitive d'eux-mêmes. C'est-à-dire, je décède, je reste accroché au monde des vivants. C'est-à-dire que je ne veux pas vibrer à des niveaux supérieurs et je vais donc à ce moment-là chercher à m'accrocher, chercher à me relier à un être humain qui vit sur Terre. Encore une fois, pour être capable de m'accrocher à cet être humain-là vivant sur Terre, il va falloir que je sois capable de m'approprier un échange énergétique avec cette personne-là qui va être en accord avec ce que je suis. C'est-à-dire que si je suis victime, bien inévitablement, je vais m'accrocher à quelqu'un qui a une résonance avec cette émotion de victime qui va faire que je vais pouvoir me nourrir de cette personne-là. C'est là qu'on pourrait parler quelquefois de phénomènes d'entité. C'est-à-dire que ces énergies-là, quelque part, ont une puissance parce qu'elles sont encore ils ont une conscience très peu élevée, donc elles sont capables de vibrer à un niveau très très bas dans le monde terrestre. Et l'individu qui résonne avec cette énergie-là va donc avoir une volonté assez faible. Il peut prendre de la drogue, il peut prendre de l'alcool, il peut avoir des dépendances importantes, il a une volonté faible, il a une densité qui est faible également, et dans ces conditions-là, il va devenir poreux, c'est-à-dire que son champ énergétique va se trouver dans une position où il va être favorable que des énergies, justement, viennent le squatter, pourrait-on dire. C'est dans ce cas-ci qu'on pourrait parler encore, d'une certaine façon, de ce qu'on appelle une entité. Comme vous l'avez compris, le mot entité pour moi est un mot qui me gêne, pour la simple raison qu'il fait appel souvent à cette idée qu'on est vraiment malchanceux parce qu'il y a une espèce de fantôme, une espèce d'entité méchante qui vient nous prendre possession de notre corps puis qui nous bousille la vie. Il faut bien comprendre ici que nous sommes responsables et que cette résonance que nous effectuons avec ces énergies-là, quelle qu'elle soit, elle a toujours une incidence avec notre vécu et notre expérience de vie. Et que dans ces conditions, ces énergies-là sont souvent des guides, en quelque sorte, qui ne sont peut-être pas des guides dans le sens évolutif du terme, mais sont des guides qui nous font avancer, nous font progresser. Donc il faudrait sans doute bien comprendre ici que lorsqu'une personne se présente à nous avec cette idée justement qu'elle se dit possédée par une entité, ben, il faut d'abord et avant tout comprendre justement quel est le lien qui existe entre cette énergie-là et notre partenaire. De quelle façon justement que notre partenaire peut se réapproprier son identité, se réapproprier à quelque part son droit d'existence en tant qu'être humain et ainsi permettre à cette mémoire-là de pouvoir effectivement faire un travail de libération tout simplement, puisque cette mémoire-là n'aura plus sa raison d'être si moi je me réapproprie mon droit à l'existence. Donc, vous comprendrez ici qu'enlever une entité est une chose, mais se réapproprier le pouvoir d'exister et de se libérer de la mémoire par le fait même est certainement une voie plus intéressante. Alors, j'ai souvent constaté que dans la guérison, on avait toujours cette espèce de tendance à vouloir se faire enlever quelque chose. Alors, quand on va voir un naturopathe, on veut se faire enlever nos toxines. Quand on va voir un médecin, on veut se faire enlever notre mal par la médication, par des opérations. Quand on va voir un guérisseur, on veut se faire enlever les énergies négatives qu'on a dans soi. Quand on va voir un exorciseur, on veut se faire enlever les entités qui sont à l'intérieur de soi, qui nous empêchent d'être heureux. Alors vous comprendrez ici que notre rapport avec le corps humain que nous avons est souvent un rapport où nous contestons justement cette idée que le corps est un être, est une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui souhaite nous enseigner des choses et qui souhaite que nous nous harmonisons à lui et que nous cherchions à nous unifier à lui-même. Alors, tant son temps qu'on va chercher à se désunir de soi, bien évitablement, on va avoir tendance donc effectivement à se dissocier de certaines compositions émotionnelles, mentales, énergétiques qui sont en nous et nous ne pourrons pas effectivement se sentir en état de paix et d'harmonie avec soi. Car nous aurons toujours l'impression que quelque chose va venir nous bouffer, va venir nous enlever le droit à notre existence. Et je pense que c'est ça quelque part que les grandes écoles spirituelles nous enseignent, c'est de retrouver la position d'alignement qui nous permet justement de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre que notre conscience énergétique, psychologique, spirituelle nous appartient et que plus on apprend justement à l'habiter d'une façon adéquate et plus on apprend justement à se donner la permission de pouvoir effectivement exister de façon pleine et entière. Dernière chose avant de terminer, par rapport à cet univers-là, on parle souvent d'entité. Ce que j'aimerais vous parler, moi, c'est souvent cette notion de fixation mentale ou émotionnelle que nous vivons tous et qui amène évidemment ce qu'on pourrait appeler une forme d'énergie, de forme pensée, énergie émotionnelle répétitive, qui va faire qu'à un moment donné, on va créer nous-mêmes ces fameuses entités. Par exemple, quelqu'un qui développe des dépendances. Par exemple, je pense à l'Internet, qui est une façon aujourd'hui très à la mode,
d'interagir avec une foule d'émotions émotionnelles qui sont en nous. Que ce soit par exemple la violence, on peut devenir dépendant d'une violence. Nous n'assumons pas la violence, nous, en tant qu'êtres humains, mais on peut très bien passer en répétition des vidéos, des trucs violents que l'on peut retrouver sur Internet. Par rapport à la pornographie, même chose. On peut ne pas être actif sexuellement parlant, mais retrouver un plaisir sexuel à travers ces médiums-là. La cigarette est une autre façon, par la répétition de la cigarette, l'alcool par la répétition de l'alcool, la drogue par la répétition de l'alcool. Ce sont tous des façons, en quelque part, d'amoindrir notre volonté et de faire en sorte que, justement, notre psyché devient de moins en moins dirigé, orienté dans une direction, dans une voie, et vont entraîner donc des formes de dépendance. Alors, évidemment, les dépendances peuvent être à des niveaux beaucoup plus soft que ceux que je viens de vous décrire et beaucoup plus sournoises. Par exemple, un comportement émotionnel qu'on a développé pour se protéger dans notre vie est en quelque sorte une forme de prison que l'on se crée et qui nous empêche de pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Alors vous comprendrez que la pratique de l'écoute imaginaire sur la dimension psychique a pour objectif justement de bien identifier toutes ces façons de se manifester d'une façon limitée dans notre vie pour effectivement, par le décollage intuitif, comprendre la raison d'être de tout cela et faire des programmations pour favoriser une libération émotionnelle. Cette libération émotionnelle va ensuite se terminer par un équilibre énergétique qui va permettre une relation psyché-corps de se rétablir entre le corps et mon cerveau et mon corps, qui va faire que je vais me réunifier à moi-même. Alors, vous comprendrez ici comme conclusion que cette notion d'entité, quelque part, est strictement associée à une mémoire qui a une densité plus importante que la moyenne du temps. C'est-à-dire qu'une mémoire, nous en avons tous dans notre champ énergétique et nous allons apprendre donc tout au long de ce stage à effectuer un travail là-dessus. Ce qu'on appelle une entité, ce sera beaucoup plus rare, puis ce sont des énergies psychiques ayant une densité très, 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 très forte. Par exemple, Jean-Pierre est décédé à l'âge de 48 ans il y a 6 mois. Ben Jean-Pierre, qui a 48 ans, il y avait 6 mois, est décédé, a la même conscience aujourd'hui que ce qu'il avait lorsqu'il est mort à 48 ans. C'est-à-dire qu'il a cherché à préserver ce niveau de conscience-là. Il cherche à se nourrir d'autres êtres humains pour rester le plus longtemps possible sur Terre. C'est vraiment dans des moments comme ça qu'on va pouvoir constater que ces mémoires-là peuvent avoir une incidence importante de l'idée, quelque part, de la définition de ce qu'on appelle une entité. Alors, à partir du moment comment on fait maintenant un travail sur une entité par rapport à une énergie psychique ou une mémoire, il n'y a pas de différence, en fait. La seule différence, c'est que la mémoire en question, qui a une identité très très forte, va avoir une certaine conscience émotionnelle plus importante, un certain bagage émotionnel plus important, et souvent ces phénomènes de manifestation entre un individu et une entité a souvent une raison d'être aussi, qui est reliée donc à une souffrance plus importante. L'individu qui est possédé a une souffrance émotionnelle plus importante que la moyenne d'autres personnes, qu'il n'a pas réussi à gérer, qu'il n'a pas réussi à assumer. Et c'est pour cette raison-là, justement, que cette mémoire va réussir à prendre possession de cette personne-là. C'est comme s'il y avait un espace qui est ouvert et qu'effectivement, cet espace ouvert, c'est un espace énergétique, émotionnel, qui n'est pas vécu par l'individu. Et c'est pour cette raison-là que cette mémoire-là va pouvoir prendre possession de cet individu et de pas un autre, par exemple. Alors, vous comprendrez que c'est pourquoi qu'on retrouve souvent dans les cas de possession des gens qui ont pris beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, par exemple, ou qui ont des identités très très faibles, ou qui sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple, déjà au départ. Donc, ou qui ont des faiblesses de frontières importantes. Alors, l'important dans ce genre de travail-là, c'est de faire exactement la même chose que l'on fait dans toutes les autres interventions que l'on fait. Donc, c'est simplement de faire exactement le même travail. Et dans le stage, on pourra aborder d'une façon plus définie comment procéder de cette façon-là, comment travailler avec ces personnes-là. Mais vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence entre une énergie mémorielle et ce qu'on pourrait appeler donc une entité. Voilà, donc c'était la conclusion de l'aspect théorique pour la préparation du stage.